Fatoumata, jeune épouse aimante et pleine de vie, voit son destin brisé par la jalousie et l'avidité de sa belle-mère, Mame Kiné. Dans le silence d'un repas empoisonné, elle meurt, trahie par celle qui se faisait appeler maman. Mais la mort de Fatou n'efface pas sa présence, elle la transforme. Son esprit reste, invisible mais éveillé, et commence à troubler les nuits, les miroirs, les consciences. Pas de hurlements, pas de violence. Fatou revient par la mémoire, la peur, les symboles, et l'amour bafoué. Peu à peu, Mame Kiné se délite, rongée par la culpabilité et les apparitions. Les objets parlent, les murs soupirent, et le mensonge s'effondre. Souka, la fille de Mame Kiné, découvre le secret enfoui et devient le témoin de cette justice spirituelle. Malik, perdu entre douleur et vérité, quitte la maison, laissant derrière lui une mère brisée et une maison hantée par l'écho d'un nom qu'on ne peut plus effacer. Fatou n'est pas revenue pour se venger. Elle est revenue pour qu'on dise enfin la vérité. Et dans le silence de la nuit, une cuillère contre une assiette vide murmure encore. Je n'ai jamais voulu la guerre. Seulement qu'on m'aime. Fatoumata, jeune mariée de 24 ans, s'installe chez son mari Malik après leur union. Belle, modeste et pleine de vie, elle pense avoir trouvé l'amour et une nouvelle famille. Mais dès le premier jour, sa belle-mère, Mame Kiné, la regarde avec un silence pesant. Les compliments sont rares. Les reproches, eux, glissent entre les plats et les sourires forcés. Fatou fait tout pour plaire. Elle cuisine, elle nettoie, elle s'incline. Mais chaque geste semble nourrir une jalousie ancienne que la vieille femme garde enfouie. Un soir, alors que Malik est en déplacement, Mame Kiné entre discrètement dans la chambre de Fatou avec un bol de bouillie au goût étrange. « Bois, ma fille. Tu as l'air fatiguée. » Fatou hésite. Mais elle boit. Par respect. Par naïveté. Par amour. La nuit tombe. Le corps de Fatou s'alourdit. Les murs se rapprochent. Le monde devient noir. Au petit matin, Malik revient. On lui dit que sa femme a fait un malaise. On lui dit que son cœur a lâché. On lui dit tout, sauf la vérité. Et au fond de la maison, un rire discret s'étouffe dans les draps de Mame Kiné. 40 jours ont passé depuis la mort de Fatoumata. La maison est silencieuse. Trop silencieuse. Les murs retiennent leur souffle. Les photos de mariage ont été enlevées. Le parfum de Fatou a disparu, mais son absence, elle, hurle dans chaque recoin. Mame Kiné s'installe peu à peu dans la chambre conjugale, sous prétexte de soutenir son fils. Elle lui apporte le petit déjeuner au lit. Elle lui caresse les cheveux en lui disant « Tu es encore jeune. Tu ne peux pas rester seul. » Malik, rongé par la tristesse, ne voit rien. Il devient une ombre lui-même. Mais à la tombée de la nuit, d'autres ombres se lèvent. Des pas résonnent dans le couloir sans que personne ne marche. La télévision s'allume seule, toujours sur le même canal. Un feuilleton où une femme empoisonnée revient hanter sa meurtrière. Et dans la salle de bain, le miroir se fissure, comme si quelque chose avait crié de l'autre côté. Une nuit, Mame Kiné se réveille en sursaut. Quelqu'un a tiré ses couvertures. Elle pense que c'est Malik. Mais Malik dort profondément, dans... Alors qu'elle veut se recoucher, elle aperçoit un mot griffonné à la craie sur le mur. « Tu as volé mon souffle. Maintenant, je prendrai le tien. » Et dans le coin de la pièce, une silhouette fine, vêtue du boubou bleu ciel de Fatou, la fixe, sans yeux. Mame Kiné décide de laver tous les draps de la maison. Une façon de purifier, dit-elle, mais surtout une tentative désespérée d'effacer ce qu'elle a vu. Elle brûle le boubou bleu ciel. Elle récite des prières à voix basse. Elle fait venir une voisine pour changer l'air. Mais la nuit, l'air revient. Et il pue la cendre, le regret, et la mort non digérée. Une nuit, elle se réveille encore, haletante. Elle sent quelque chose de poisseux sous elle. En allumant la lampe, elle découvre que son matelas est trempé, de sang. Un sang sombre, épais, qui suinte du centre du lit comme une blessure ouverte. Elle hurle. Malik accourt, voit le drap trempé, mais rien d'autre. Pas une tache sur ses mains. Pas une trace sur le sol. « Tu te fais du mal toute seule, maman. Repose-toi, dit-il, épuisé. » Mais le fantôme, lui, ne se repose pas. Fatou commence à apparaître ailleurs. Dans le reflet de la cuillère. Derrière la porte entr'ouverte. Dans la voix du vent qui frappe les vitres. Et toujours, elle chuchote une seule phrase. « Ton tour approche. » Mame Kiné commence à perdre l'appétit, la parole, le sommeil. Elle parle seule.
Elle dort les yeux ouverts. Et dans ses cauchemars, Fatou lui tend la même bouillie empoisonnée. La sœur de Malik, Souka, vient passer quelques jours à la maison. Une présence fraîche, souriante, qui veut simplement revoir son frère. Mais dès son arrivée, elle remarque le changement. « Tu dors bien, maman ? Dieu veille sur moi », répond Mamkiné, les mains tremblantes. Mais les rideaux bougent sans vent. Des taches apparaissent sur le carrelage, puis disparaissent. Et surtout, l'enfant du voisinage, un petit garçon muet, s'arrête chaque jour devant le portail, les yeux écarquillés, pointant du doigt la maison en murmurant enfin son premier mot. « Fantou ». Souka explore la chambre de Fatou, désormais verrouillée. Elle sent le parfum de lavande, toujours présent malgré les nettoyages. Elle ouvre un tiroir, et trouve une lettre jamais envoyée. Une lettre de Fatou à son mari. Une lettre où elle parle de mots étranges, de soupçons sur le thé, de la peur de ne plus se réveiller un matin. Le doute s'installe. Souka cache la lettre. Elle commence à observer sa mère, à l'écouter la nuit. Et une nuit justement, elle surprend Mamkiné en train de parler. Mais pas au téléphone. Pas à quelqu'un. Elle parle au miroir. Et elle dit « Tu m'as prise pour une idiote, hein ? Tu crois que tu vas gagner ? Même morte, tu n'es rien. » Souka recule, glacée. Elle comprend que sa mère ne parle pas seule. Elle parle avec elle. Depuis qu'elle a entendu sa mère parler au miroir, Souka ne dort plus. Elle commence à reconstituer les pièces du puzzle, les cauchemars, la lettre, l'enfant qui a dit « Fantou », le sang dans le lit. Une nuit, alors que le silence règne, Souka entend des voix. Faibles, lointaines. Elles semblent sortir des murs eux-mêmes. Elle colle son oreille près de la cloison de la chambre de Fatou, et entend une voix douce, à peine un souffle. « Souka, tu es la seule qui m'écoute. » Elle sursaute. Recule. Mais la voix continue, plus nette, comme un souffle chaud contre sa nuque. « Elle m'a tué. Pas pour ton frère. Pour l'argent. Pour ma dot. Pour la maison. » Souka éclate en sanglots silencieux. Elle comprend que la vérité est plus noire que prévu. Fatou n'a pas été tué par jalousie, mais par ambition. Le lendemain, Souka interroge discrètement Malik. « Maman a-t-elle touché quelque chose après le mariage ?»« Oui, » répond Malik. « Elle a insisté pour que je mette la maison à son nom, pour me protéger. Et elle m'a demandé de récupérer la dot. Elle a dit que Fatou aurait voulu ça. » Le choc est brutal. Pendant ce temps, Mamkiné s'enferme de plus en plus. Elle ne se lave plus. Elle parle à voix basse, s'excuse devant des chaises vides, jette du sel dans les coins de la maison. Mais rien n'y fait. Une nuit, elle voit Fatou en entier. Pieds nus. Le visage couvert d'une ombre. Les mains noires de terre. Elle lui tend un objet, une cuillère. La même que celle qu'elle avait utilisée le soir du poison. Mamkiné refuse de quitter la maison. Elle dit qu'elle doit finir quelque chose. Malik, préoccupé, appelle un imam pour une lecture de protection. Mais dès que l'imam commence à réciter, la pièce s'assombrit. Le Coran glisse de ses mains. Et tous les vers tombent sur un mot. Kiyana, la trahison. L'imam s'en va précipitamment. Il conseille à Malik de parler à sa mère, avant qu'il ne soit trop tard. Cette nuit-là, Mamkiné prépare un repas pour elle seule. Une grande table dressée, comme pour un banquet. Elle pose une assiette vide en face d'elle. Puis une autre. Et une troisième. « Vous êtes toutes venues, chuchote-t-elle. Très bien. Alors mangeons ensemble. » Elle commence à servir, de la bouillie. La même que celle donnée à Fatou. Mais cette fois, elle tremble. Elle regarde en face, 3 silhouettes assises. Fatou. Sa propre sœur morte jeune, qu'elle avait aussi trahie. Et une femme qu'elle ne reconnaît pas, mais qui pleure du sang. Mamkiné tente de fuir. Mais la porte est fermée. Et soudain, toutes les assiettes se remplissent de terre. De la terre rouge. Fraîche. Elle hurle. Mais personne ne l'entend. Au petit matin, Souka entre dans la salle à manger. La table est intacte. Les assiettes sont vides. Mais Mamkiné est là, immobile, le visage figé d'horreur, la bouche pleine de terre. Elle ne parle plus. Elle ne mange plus. Elle ne vit plus vraiment. Le fantôme de Fatou, lui, a quitté la maison. Mais sur le miroir du salon, écrit avec un doigt invisible, une phrase est apparue. « Je ne suis pas parti. Je suis passé. » Depuis l'effondrement de Mamkiné,
La maison semble plus calme, mais pas plus paisible. Malik, désormais seul, ne comprend toujours pas ce qui a brisé sa mère. Il voit sa sœur Souka léviter, détourner les yeux, garder le silence. La maison est propre. Mais l'air est lourd. Les murs ont l'air d'attendre quelque chose. Un soir, Malik découvre la lettre de Fatou que Souka avait cachée. Il la lit. Les mots lui brûlent les mains. Si je disparais, ce ne sera pas un hasard. Protège-toi. Et ne fais jamais confiance au silence de ta mère. Le choc est violent. Malik s'effondre. Souka lui raconte tout. Les voix, les visions, les révélations. Malik veut fuir la maison. Mais cette nuit-là, c'est la maison qui le retient. Les portes claquent. Les fenêtres s'ouvrent et se ferment. Les lumières vacillent. Et dans le salon, toutes les photos de famille tombent en même temps, sauf une, celle du mariage de Malik et Fatou. Au centre de la pièce, le miroir se brise. Un seul éclat reste suspendu, révélant le visage de Fatou. Mais cette fois, elle sourit. Pas de vengeance. Juste justice. Le lendemain matin, Malik quitte définitivement la maison. Il part avec Souka. Mam Kiné reste, muette, dans un coin du salon, à fixer le mur, comme si elle attendait que quelqu'un revienne finir le repas. Et la maison? La maison est vide. Mais certains disent que, la nuit, on y entend encore le cliquetis d'une cuillère contre une assiette. Comme un avertissement. Sous un ciel lourd, le vent balaie les feuilles mortes devant l'ancienne maison de Fatoumata. Personne n'y vit plus. Personne n'ose la raser. Elle est là, debout, comme une tombe sans croix. Comme un souvenir que l'on ne peut enterrer. Chaque année, à la date de sa mort, une rose est déposée devant la porte. Personne ne sait par qui. Mais certains voisins affirment avoir vu une femme en pagne bleu ciel, pieds nus, marcher à l'aube. Juste avant que la rose n'apparaisse. D'autres disent qu'à certaines heures, le soleil entre par la fenêtre et dessine, sur les murs, l'ombre d'une jeune mariée en train de danser. Fatou n'a pas hurlé. Fatou n'a pas frappé. Elle a attendu. Et elle a rendu chaque chose à sa place. La vérité à la lumière, la terreur à celle qui la portait, et la paix à elle-même. Car au fond, Fatou ne voulait ni vengeance, ni guerre. Elle voulait seulement qu'on dise son nom sans mensonge. Et dans le silence du vent, parfois, on entend Fatoumata. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir, abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus, mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.